C'est toujours un plaisir de se retrouver à Fès et de revoir des visages connus, et je voudrais remercier tous les organisateurs de m'avoir invité. Je ne remercierai pas le professeur Louis Monnier qui m'a confié la tâche des sujets âgés, je ne sais pas pourquoi, peut-être à cause de mes cheveux blancs, mais je vais faire de mon mieux. Un point essentiel en ce qui concerne la nutrition des personnes âgées, c'est que les régimes sont absolument indispensables. Pas de régime. Et c'est peut-être le point que je voudrais surtout souligner aujourd'hui. C'est vers le bas. Ah, d'accord. La place de la population âgée est quelque chose d'extrêmement important. Et vous voyez ici en France l'augmentation de façon considérable du pourcentage des patients, des sujets qui ont plus de 75 ans, ce qui représente 6 millions de sujets en France. Et au Maroc, eh bien, vous êtes sur cette voie. Ceci tient au fait que les soins sont nettement améliorés et que les gens meurent moins tôt. C'est une bonne chose. Alors déjà, la définition du sujet âgé. Quand vous regardez la définition de l'OMS, ce sont les personnes de plus de 65 ans. Ça ne m'arrange pas. Pour les gériatres, et je pense que c'est la définition qu'il faut retenir, on est âgé quand on a plus de 75 ans ou plus de 65 ans et que l'on présente une polypathologie. Alors pourquoi cette augmentation de la population âgée dans tous les pays du monde et en France en particulier? Parce qu'il y a une majoration de l'espérance de vie du fait de l'amélioration des soins, amélioration de la situation sanitaire, et ce qui est important, ce n'est pas tellement de vivre vieux, mais surtout de vivre mieux, de vivre vieux en bonne santé. Parce que finalement, la seule façon de ne pas vieillir, c'est de mourir jeune. Mais ce n'est pas forcément un choix. Et dedans, la nutrition est un paramètre essentiel dans la santé des seniors. Et vous voyez que les perspectives en 2050, c'est que plus du tiers de la population française aura plus de 60 ans. Et je pense qu'au Maroc, vous ne serez pas très loin de tout ça. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a une augmentation de l'espérance de vie. Ici, ce sont les chiffres français. Vous voyez, actuellement, 80 ans pour les hommes, 85,6 pour les femmes, avec une diminution de l'espérance, de la différence entre hommes et femmes régulière. Mais vous voyez, globalement, on gagne en espérance de vie de façon extrêmement importante. Et au Maroc, actuellement, ce sont les chiffres que j'ai retrouvés, officiels, 71 ans pour les hommes et 75 ans pour les femmes. Vous voyez que les hommes sont finalement beaucoup plus fragiles que nos compagnes. Quand on regarde maintenant la prévalence de l'obésité en fonction de l'âge et du sexe, on voit sur les chiffres OBEPI, qui est une étude qui a été menée par le laboratoire Roche tous les 3 ans, on voit qu'il y a une progression de la prévalence de l'obésité en fonction des tranches d'âge, avec un sommet qui se situe aux alentours de 65 ans, puis ensuite une diminution de la prévalence de l'obésité, parce que bien sûr le fait d'avoir une obésité sévère, ça diminue l'espérance de vie. Mais il y a un point qui est très important chez les sujets âgés, c'est une chose qu'on ne sait pas forcément, c'est qu'on peut très bien être obèse et dénutri. Et c'est le point essentiel sur lequel je voudrais insister. Il y a un terme aussi qui est capital pour les gériatres, c'est le terme de fragilité. Alors, cette fragilité, il y a un agglomérat de paramètres qui sont importants à prendre en compte, mais on ne dispose pas finalement de l'HbA1c de la fragilité, encore qu'on a quelques échelles qui sont validées. Mais vous voyez le vieillard fragile sur lequel il va falloir faire très attention pour éviter qu'il soit dénutri. C'est un sujet qui est polypathologique, polymédicamenté, qui est dénutri, qui a une sarcopénie, c'est-à-dire qu'il y a une perte de la masse musculaire, une fragilité osseuse, des troubles de la marche, une détérioration des fonctions cognitives,
un isolement familial et social et une faiblesse des revenus. Bref, beaucoup de paramètres. Et c'est pour ça que une gériatre qui s'appelle Fried, a dit finalement, voici des paramètres simples. 5 paramètres, et un sujet est considéré comme fragile s'il a une marche lente, s'il a perdu du poids, s'il est fatigué, s'il y a une diminution de l'activité physique ou s'il a une faiblesse musculaire. Ça a le mérite d'exister, mais c'est un peu réducteur, parce que si vous avez un patient qui a une gonarthrose, ben il va être fatigué, il va marcher lentement, il aura une diminution de l'activité physique, et il ne sera pas forcément fragile. C'est pour ça que si on veut être plus rigoureux, eh bien on dispose de grilles d'évaluation qui sont plus complexes, mais qui sont faciles à utiliser et qui comportent un certain nombre de paramètres, comme vous voyez l'âge, la provenance, le nombre de médicaments, etc., avec une gradation. Et quand on fait le score de tout cela, eh bien on peut savoir si le patient est un peu fragile, pas fragile ou très fragile. Ce sont des échelles qui sont très utilisées en gériatrie. Je sais qu'en diabétologie, eh bien, ça l'est beaucoup moins. Alors un point également essentiel, c'est qu'il y a un vieillissement nutritionnel qui s'accompagne de modifications physiologiques. Diminution de la masse maigre et donc de la partie musculaire et une majoration de la graisse viscérale dont le professeur Ziegler vous a parlé, avec une toxicité de cette graisse viscérale par rapport à la graisse sous-cutanée. Par conséquent, chez le patient âgé, eh bien, il faudrait essayer de maintenir des apports adaptés aux besoins et maintenir des réserves nutritionnelles pour éviter qu'une infection intercurrente entraîne malnutrition, qui est le point capital, et la sarcopénie. Et là, je voudrais remercier le professeur Schlinger qui m'a donné beaucoup de documents concernant toute cette partie que je ne connaissais pas, et donc grâce à lui, j'ai beaucoup progressé en ce domaine. Le comportement nutritionnel des patients âgés, eh bien, comporte des éléments importants. Ça fait partie de l'élan vital. Ça dépend du statut socio-culturel, de la disponibilité alimentaire, ceci est capital bien entendu, mais aussi du statut sensoriel qui va être altéré par l'âge, du fait d'une diminution de la perception des odeurs, des altérations du goût et des perturbations de la denture, ce qui fait que les gens ont une perte de l'appétit et vont finalement moins manger et se dénutrir. Il y a également chez les patients âgés des difficultés digestives avec un ralentissement de la vidange gastrique, pas forcément chez les patients diabétiques avec une gastroparésie, une diminution des sécrétions digestives et une moindre performance de l'absorption intestinale, ce qui fait que tout cela va concourir à des risques de dénutrition qui sont importants. En revanche, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas de diminution des besoins alimentaires et des besoins énergétiques chez les patients âgés. Il y a très fréquemment une insulinorésistance qui est liée à la perturbation de la localisation de la graisse au profit de la graisse viscérale, avec une diminution de l'anabolisme protéique, ce qui vous explique qu'il y a un fort risque de sarcopénie. Et puis paradoxalement, à effort comparable, les besoins énergétiques du sujet âgé sont supérieurs à ceux de l'adulte jeune. Ainsi, en cas d'activité physique importante ou d'agression métabolique, eh bien, il n'y aura pas suffisamment de compensation nutritionnelle avec un risque d'apparition d'une malnutrition. Cette fragilité nutritionnelle chez les personnes âgées, elle est menacée, elle est expliquée par de nombreuses circonstances de la vie. Vous voyez, de l'isolement. Beaucoup de personnes âgées, en France du moins, vivent seules, avec des revenus insuffisants, pas d'équipement ménager, des difficultés d'approvisionnement, c'est pas facile d'aller faire ses courses quand on ne peut plus marcher, des handicaps physiques et puis une réduction de la capacité de mastication avec des problèmes de dents qui sont plus ou moins importants. Alors on peut améliorer un peu tout ça. Il y a des systèmes, du moins en France, pour des portages des repas à domicile, mais ce n'est pas vraiment idéal. Une amélioration des offres de soins. Et puis également, il est très important de lutter contre certaines croyances et de tabous alimentaires qui sont injustifiés, comme le régime sans sel strict, avec moins de 4 grammes de sel par jour, ou sans sucre chez les sujets diabétiques. Et puis enfin, la diminution de la sensation de soif favorise l'anorexie. Il est donc important d'évaluer l'état nutritionnel
des sujets âgés. Et pour cela, nous avons là aussi des scores de dépistage, le MNA, que vous pourrez trouver facilement sur Internet, qui permet de dépister si votre patient présente ou non des troubles de la nutrition sur lesquels on pourra ensuite intervenir. Et puis notre HAS, la Haute Autorité de Santé, a défini des critères de dénutrition. Vous voyez, dénutrition simple ou dénutrition sévère, en fonction de la perte de poids, de l'IMC, de l'albuminémie, qui est un paramètre important à considérer, et puis du MNA global dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc avec un seul de ces critères, eh bien, on peut définir que le sujet est dénutri ou présente une dénutrition sévère. Alors il y a des cibles nutritionnelles, c'est la chasse aux interdits, aux tabous, à la monotonie alimentaire, la lutte contre la sarcopénie dont je vous ai parlé, avec un apport énergétique et protéique suffisant, mais associé au maintien d'une activité physique régulière, la prévention de l'ostéoporose, avec également un apport énergétique en calcium et en vitamine D suffisant, avec également une activité physique significative, sans oublier que l'alimentation, c'est un élément de plaisir, c'est un acte social, un acte convivial, notamment en famille, et qu'il ne faut pas du tout le sous-estimer. Et les conditions environnementales pour le maintien d'une bonne nutrition sont essentielles. Notamment à l'hôpital, eh bien, il y a souvent peu de difficultés. C'est vrai que la présentation des plats n'est pas toujours excellente. Bon, on ne demande pas toujours ça, mais quelquefois ça, quand on passe, on se dit mais c'est pas possible, le pauvre il a tout vomi. Eh bien, avec les produits mixés ou liquides. Un point à souligner aussi, c'est la relation entre longévité et nutrition. Et l'on sait qu'une réduction énergétique qui n'entraîne pas de carence, qui est suffisante, débutée suffisamment tôt, améliore l'espérance de vie dans toutes les espèces animales. Et dans l'archipel d'Okinawa, qui se situe au sud du Japon, eh bien, on explique la grande prévalence des centenaires par une alimentation relativement frugale et diversifiée, qui apporte moins de 1500 calories par jour. Mais c'est vraiment la limite pour les personnes âgées. Il faudrait sans doute faire un peu plus. Et puis le régime méditerranéen, qui est prôné partout dans la prévention des maladies cardiovasculaires, est sans doute associé à une augmentation de la longévité quand il est associé à une activité physique suffisante. Mais il ne faut pas aller trop loin. J'avais une de mes malades, c'est pas sa photo, 74 ans, j'ai recopié exactement ce que m'a écrit le cardiologue qui la suivait. Donc une Vietnamienne qui parle à peine le français, dont l'alimentation essentielle était le poisson et le riz. Et le cardiologue m'a écrit en me disant, voilà, il convient d'intensifier le style de vie protecteur en majorant l'activité en endurance sous-maximale pluri-hebdomadaire avec un minimum de 4 heures par semaine et en observant un régime diabétique méditerranéen. Voilà, il faut rester sur Terre et il faut s'adapter naturellement à la vie des gens. Un autre élément aussi, ce sont les relations entre nutrition et troubles cognitifs. Beaucoup d'études ont montré qu'un apport énergétique élevé et le surpoids est associé à un risque accru de troubles cognitifs ou de maladie d'Alzheimer. Au cours du diabète, la maladie d'Alzheimer est augmentée de 20%. Par contre, les démences vasculaires, par le biais d'une hypertension artérielle, est multipliée par 2 à 3. En revanche, une consommation modérée d'alcool, de poissons, d'acides gras polyinsaturés, d'antioxydants est associée à une incidence moindre. Mais par contre, toutes les études d'intervention, avec notamment les antioxydants, n'ont jamais permis de confirmer ces données. Mais globalement, il est admis qu'un style de vie optimal, comme le régime méditerranéen, est protecteur et est associé à un déclin cognitif moins rapide, mais sans preuve réelle de causalité. Que faut-il faire ? Bien d'abord, il faut savoir d'où l'on part. Et pour cela, un bilan diététique et nutritionnel annuel devrait être effectué chez les personnes âgées notamment, pour dépister les erreurs alimentaires et remédier aux obstacles à une alimentation satisfaisante. Prévenir la dénutrition est essentiel, surtout en cas de maladie aiguë, incidente ou d'intervention chirurgicale, et c'est extrêmement important, notamment chez les patients qui vont être hospitalisés.
Et on peut utiliser des compléments nutritifs oraux, mais il y a d'autres possibilités de le faire avec des mesures diététiques. Et surtout, il faut avoir un discours adapté. Vous avez vu que le discours du cardiologue vis-à-vis de la vietnamienne n'était pas du tout adapté et personnalisé. Et chaque personne âgée doit avoir une prise en charge nutritionnelle qui est différente. Quels sont les besoins? Alors, contrairement à ce que tout le monde pense, et ce que je pensais avant de lire les œuvres de M. Schlinger, eh bien, les besoins énergétiques des personnes âgées sont comparables à ceux de l'adulte. Ce n'est pas parce qu'une personne vieillit qu'elle doit manger moins. Les apports nutritionnels qui sont conseillés, vous voyez, sont de 36 kilocalories par kilo par jour, 1 gramme de protéines. Alors, pour faire simple, et je traduis, pour 70 kilos, ça fait 2500 kilocalories par jour et 70 grammes de protéines. Et on doit utiliser une supplémentation en protéines et en micronutriments chez les personnes les plus fragiles, mais il n'y a pas d'études non plus d'intervention qui soient vraiment probantes. Pour les règles diététiques, eh bien, il faut dire qu'il faut cadrer, tenir compte des habitudes et du cadre de vie, du contexte socio-économique, du mode de vie des patients, c'est essentiel, et puis des pathologies associées et qui nécessitent des modifications alimentaires, notamment chez les insuffisants cardiaques et notamment chez les patients diabétiques, chez lesquels tout de même il faut éviter la prise de sucre rapide lorsqu'on est âgé. Ce qui est recommandé actuellement, je vous l'ai dit pour la partie calorique, les protides, les lipides, vous le voyez, les glucides, le calcium 1200 mg par jour, la vitamine D 800 unités par jour, les fibres et puis les boissons suffisantes. Et surtout, pas de restrictions alimentaires excessives avec au moins 1600 calories. Même chez les sujets obèses, il n'est plus temps de faire maigrir les sujets âgés. Il est important qu'ils ne soient pas dénutris. Et en cas de dénutrition, il faut bien sûr augmenter un petit peu les apports, aussi bien en calories que sur le plan de protéines. Quelques conseils pratiques au quotidien. Faire 3 repas par jour, éventuellement avec des collations en cas de dénutrition. Des apports réguliers et suffisants. Éviter de dépasser 12 heures de jeûne, car souvent nos personnes âgées le soir mangent très peu. Stimuler la prise de boissons. Et puis, en cas de diabète, je vous l'ai dit, éviter simplement les sucres simples en début de repas. Et pour cela, eh bien, on peut fournir aux personnes âgées des menus rapides et faciles à réaliser, fournir des collations, les orienter vers des portages à domicile s'ils vivent seuls, sans famille, et sensibiliser au risque de dénutrition l'entourage quelquefois et les soignants. Et puis déculpabiliser complètement ces personnes âgées. Alors en fait, en conclusion, ces recommandations en matière d'alimentation et d'activité physique restent valables pour les personnes âgées avec quelques adaptations par rapport aux sujets plus jeunes. Il n'y a pas d'alimentation spécifique du vieillard, mais un risque de dénutrition. Et ceci impose des mesures adaptées et personnalisées en prenant en compte la dimension psychosociale et environnementale et en n'oubliant pas le facteur plaisir de l'alimentation qui est souvent celui qui dure le plus longtemps. Et puis en cas de diabète, il faut adapter le traitement en fonction de l'alimentation et pas l'inverse. Et pour conclure, cette phrase me semble vraiment excellente. Ça fait partie du portrait de Dorian Gray, qui a été écrit par Oscar Wilde. Il ne faut pas chercher à rajouter des années à sa vie, mais plutôt d'essayer de rajouter de la vie à ses années. Je vous remercie. On va essayer de couper un petit peu la succession des présentations en posant quelques questions à Bernard Baudusseau et en faisant l'articulation avec Olivier Ziegler. Moi, je dis toujours que chez un sujet, ce qui est le plus important en matière de nutrition, c'est de maintenir sa masse maigre, parce qu'elle est le reflet du bien-être de l'individu. Or, quand on prend un sujet qui, à l'âge de 20 ans, a une masse protéique à peu près totale de l'ordre de 14 kg, à 70 ans, quand on le retrouve, s'il n'y fait pas attention, sa masse protéique est à peu près de 10 kg. Donc il a perdu quelque chose de l'ordre de 4 kg en l'espace de 50 ans à peu près. Alors est-ce qu'on peut prévenir d'abord cette perte de protéines qui conditionne la masse maigre?
Et ensuite, ça fait l'articulation avec ce qu'a dit Olivier Ziegler, c'est les fameuses obèses dénutries, qui augmentent avec l'âge. C'est ces gens qui accumulent du tissu adipeux, qui ont des masses musculaires extrêmement atrophiques au niveau des membres inférieurs et des membres supérieurs, et qui sont en fait des dénutris. Ils ont une masse maigre effondrée et une masse grasse qui est augmentée. Tu as dit qu'il fallait augmenter, ou en tous les cas qu'il fallait maintenir un apport protéique suffisant de l'ordre de 1 gramme de protéines par kilo de poids et par jour. Est-ce qu'on peut, avec des régimes plus hyperprotétiques, alors c'est là où je passe sur ce qu'a raconté Olivier Ziegler, dans les fameux régimes de Sachs, là, ou dans la publication de Sachs que tu as cité comme publication de référence, les régimes, le numéro 3 et le numéro 4, étaient à 40% de protéines. 40% de protéines. 40% de protéines, c'est énorme en matière de protéines. Alors la question que je te pose, c'est est-ce que dans ces régimes, il y a eu une meilleure préservation de la... Est-ce que ça a été mesuré d'abord, la composition corporelle? Est-ce qu'il y a eu une meilleure protection de la masse maigre chez les sujets qui avaient 40% de protéines que chez ceux qui avaient 20% de protéines? C'est une question très difficile. Alors ça n'a pas été fait dans cette étude de Sachs parce qu'il y avait trop de sujets, plus de 800 sujets, mais ça a été fait dans d'autres études. Oui, on a intérêt à monter un petit peu les protéines, c'est un effet sur la satiété et c'est un effet de préservation de la masse musculaire. Mais ce n'est pas un effet énorme. Et l'effet, gain de masse maigre est quand même très faible. Disons qu'on fait moins de dégâts. Et en tout cas, je partage absolument ton inquiétude. Le traitement de l'obésité du sujet au-delà de 60 ans, c'est autant faire perdre l'excès de masse grasse là où il ne faut pas, c'est-à-dire dans le foie, dans le muscle ou dans le pancréas, et éventuellement dans le tissu adipoviscéral, bien sûr, mais c'est aussi de préserver sa masse musculaire. Parce que le pronostic, c'est certainement la masse musculaire, et on fabrique des obésités sarcopéniques avec les régimes mal faits. Je reviens maintenant pour lui demander... Est-ce que chez le sujet âgé, il faut augmenter la quantité de protéines à 20% des calories totales, voire même plus, compte tenu des dangers éventuellement que ça peut avoir sur la filtration glomérulaire et tout le reste? C'est exactement ce que j'allais dire. Il y a quand même un problème. Trop, c'est trop. Certainement, dans toutes les recommandations, on peut majorer un peu le taux de protides à absorber pour aller jusqu'à 1,50 g maximum. Mais il ne faut pas aller trop loin parce que chez les patients âgés, on a souvent des problèmes d'insuffisance rénale et on sait bien que le fait d'avoir un régime hyperprotidique, ça majore tout de même le degré d'insuffisance rénale. Donc l'autre volet, en dehors de la nutrition, c'est l'activité physique, qui est capitale pour maintenir la masse maigre et éviter la sarcopénie. Alors maintenant, je reviens vers Olivier Ziegler. Dans les fameux régimes à 40%, est-ce qu'il y a eu un index de satisfaction des sujets vis-à-vis de ces régimes? Parce qu'il y en a un des deux, en tous les cas le dernier, qui était à 15% de calories lipidiques et 35% de calories glucidiques. 15% de calories... Attends, ça fait pas le compte, non. 25% de calories lipidiques et 35% de calories glucidiques. 25% de calories lipidiques, je vais en reparler tout à l'heure, ça veut dire quand même que la sensation en bouche est l'onctueuse. Comment? Trop près. Donc ça veut dire que quand même toute une qualité de l'alimentation par l'onctueux disparaît. Et si on réduit les glucides de manière trop importante, ça veut dire que toute une qualité de vie liée au sucré disparaît. Est-ce qu'il y a eu un index de satisfaction des malades dans ces... Enfin, c'est pas des malades, disons des personnes qui ont été soumises à ces régimes? Oui, alors, dans cette étude-là, il n'y a pas eu d'effet majeur, il n'y a pas eu d'effet observance, ils ont été aussi bien suivis dans les 4 catégories. Il y a quand même une étude qui a été faite dans le JAMA, je ne me souviens plus le nom de l'auteur, en comparant des régimes extrêmes. Il y a une notion de bon sens. Les régimes extrêmes, l'observance est plus faible. Alors il y en a quand même qui y arrivent. Ceux qui les font très bien maigrissent très bien, mais l'adhésion est quand même beaucoup plus faible à long terme. Et effectivement, la clé à long terme, c'est quand même aussi la palatabilité, c'est-à-dire que c'est le goût en bouche, le plaisir en bouche, qui fait que les gens vont participer. Et là aussi, le régime méditerranéen est plébiscité à ce niveau-là. Je vais finir, je te pose une dernière question ou une dernière remarque. Tu as utilisé dans une diapositive les mots adhérence et observance. Est-ce que c'est la même chose pour toi ou est-ce que tu peux le définir? Oui, c'est un concept un peu compliqué. Disons que ce qu'on appelle l'observance,
c'est un peu c'est le problème vu du point de vue des médecins. C'est-à-dire, est-ce que le patient va suivre ma prescription, hein? Est-ce que c'est un bon patient qui suit une bonne prescription? Parce que moi, je fais que des bonnes prescriptions. Ça, c'est l'observance. Et puis, vous avez l'adhésion ou l'adhérence, parce que moi, je préfère adhésion à adhérence. Là, c'est est-ce que le patient va faire sienne les valeurs mise en place par le traitement. Donc c'est une idée plus participative, hein, mais bon, globalement c'est quand même un peu la même idée. Je dirais que l'adhérence ou l'adhésion, c'est l'observance consentie, alors que l'observance, c'est non consentie. Oui, voilà. Oui. Bon, après ce petit intermède, on va arrêter et tu vas reprendre là. Alors, des questions, oui. Pour les questions, il vaut mieux se déplacer vers le site. Ma question est pour le professeur Bodisso. Vous avez dit que chez le sujet âgé, il n'y a pas de place pour régime sans sucre, sans sel. Et pourtant, on sait que sujet âgé, il y a beaucoup de pathologies rénales, cardiaques, diabétiques. Comment on remédie? Alors, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de régime sans sucre, sans sel. Je dis que c'est sans régime sans sel strict. Il ne faut pas descendre en dessous de 4 grammes de sel par jour. Je parle sous le contrôle de Louis Monnier. Mais quant au sucre, chez les patients diabétiques, on n'a pas de raison de les priver de sucre rapide, à condition de les prendre en fin de repas. Et les excursions glycémiques postprandiales ne sont pas si importantes quand on prend quelques aliments sucrés en fin de repas. Il ne faut surtout pas priver les gens. Parce que ce qui se passe, je vais vous raconter une petite anecdote, on est entre nous. Je vais souvent dans les EHPAD, pas à titre personnel, mais pour former les infirmières. Et ce qui se passe souvent, c'est que quand ils arrivent dans les EHPAD, c'est-à-dire les maisons de retraite, c'est extrêmement strict. Donc, sujet diabétique, plus de dessert, régime strict, etc. Ce qui se passe, c'est que le week-end, enfin le dimanche, la famille vient, et donc la petite grand-mère, elle a le droit à une grosse part de tarte aux pommes à 4 heures. Alors, tellement que tout le monde est content, etc. Seulement le problème, bien sûr, le soir, elle a 3 grammes de glycémie. Donc les infirmières sont complètement affolées, lui font 20 unités d'acte rapide, et comme elle n'a pas faim le soir, parce qu'elle a mangé sa tarte aux pommes, eh bien, elle fait une hypoglycémie sévère la nuit, ce qui fait qu'on la resucre et que le lendemain, elle est à nouveau à 3,50 g. Donc il faut plutôt adapter le traitement à l'alimentation et au besoin, au cours des goûters festifs, comme on voit chez les sujets âgés, injecter un petit peu d'analogue rapide, avant, comme on fait chez les enfants d'ailleurs au moment du goûter, pour éviter ces excursions glycémiques trop importantes. Il faut être beaucoup plus large qu'on ne l'est chez les personnes âgées. Je tiens à remercier les orateurs pour leur intervention. J'ai un commentaire d'abord. L'activité physique, s'il n'améliore pas la qualité, s'il ne prolonge pas la vie, il améliore la qualité de vie. Et un exercice physique peu intense, je dis bien modéré, et peu intense et lent, fait disparaître les graisses intraviscérales. D'où l'intérêt de l'activité physique est bénéfique pour la santé. Ceci d'une part. On est bien d'accord. J'ai 2 questions. La première concernant l'obésité androïde et l'obésité génoïde. Et on sait bien que l'obésité androïde est plus méchante que celle génoïde. J'aimerais bien une explication entre ces 2 phénomènes. Ma deuxième question, la place des microbiotes dans la NASH. Et merci beaucoup. Voilà 2 grosses questions. Je vais essayer de faire une réponse brève. Dans l'obésité androïde, c'est donc le tissu adipeux du tronc et le tissu adipeux intra-abdominal qui est augmenté. C'est un tissu qui est plus lipolytique, c'est-à-dire qu'il va libérer plus facilement des acides gras, et ces acides gras vont exercer un effet sur la sensibilité à l'insuline des muscles et du foie. Et donc,
à l'extrême, vous avez ces obésités lipodystrophiques dont j'ai parlé, où les dépôts ectopiques s'installent parce que les réserves du tissu adipeux du tronc sont pleines. À ce moment-là, vous avez un phénomène de lipotoxicité qui est associé à une résistance à l'action de l'insuline. Et puis même, donc au niveau du foie, c'est la NASH, au niveau du pancréas, c'est l'apoptose des cellules bêta. Donc ça, c'est pour l'obésité androïde ou viscérale. Alors ensuite, en ce qui concerne le microbiote intestinal, le microbiote intestinal a deux gros impacts sur le métabolisme. D'abord, dans l'obésité, c'est un facteur de risque de l'obésité parce qu'il permet de récupérer une partie de l'énergie qu'on pensait gaspiller dans les selles. Donc c'est tout petit, c'est peut-être moins d'1%, mais tous les jours, ça finit par faire beaucoup. Et donc le manque de diversité de ce microbiote intestinal est clairement assisté à un risque d'obésité. L'obésité étant quasiment la première maladie qui a été caractérisée par un microbiote intestinal spécifique. Deuxièmement, ce microbiote intestinal, il favorise également l'inflammation. Autrement dit, quand on a un excès de certaines espèces de ce microbiote intestinal, on a plus de passage de molécules qu'on appelle les LPS, qui sont des parties des bactéries, qui vont aller stimuler les macrophages au niveau du tissu adipeux d'abord, et puis ailleurs. Et puis enfin, on sait que par exemple dans la maladie de Crohn, ou dans la RCH, on a également des perturbations du microbiote. Donc il y a vraiment un dialogue entre les organes, entre ce microbiote qui est externe et le tube digestif d'une part, mais également avec le foie, le muscle, etc.